Aujourd'hui, on rajouterait ce qu'on appelle les interactions nucléaires faibles et les interactions nucléaires fortes dans le cadre de la physique quantique, mais on n'en est pas là. Et comme je vais parler essentiellement de relativité et de cosmologie, je mentionnerai assez peu ces interactions nucléaires, mais je pense aussi qu'on a dû vous en parler. Et dans l'exposition, on en parle abondamment, donc vous pourrez aller admirer tout ça. Donc, la relativité, pourquoi ? Alors, au XIXe siècle, pour faire les choses de manière assez condensée, on s'aperçoit qu'il y a un conflit dans la physique. Un conflit, finalement, entre les lois de la cinématique newtonienne et entre les lois de l'optique. Qu'est-ce que c'est que la cinématique ? C'est l'étude des mouvements. Et quand on parle de cinématique, par opposition à dynamique, c'est l'étude des mouvements libres. C'est-à-dire, si je lance une bille et qu'après ne s'exerce aucune force sur la bille ou sur le boulet de canon, etc., ce que vous voulez, ce mouvement est libre. Par opposition avec, par exemple, une fusée qui a un moteur, son mouvement n'est pas libre parce qu'elle a un moteur qui exerce une force. Eh bien, la loi des mouvements libres, c'est ce qu'on appelle la cinématique. Si le mouvement est libre, par définition, ça veut dire que rien ne l'influence. Mais comme il se produit dans l'espace-temps, on peut dire quand même que la nature des mouvements libres, ça dépend de l'espace et du temps, ou de l'espace-temps et du rapport entre espace et temps. C'est pour ça qu'on peut dire que la cinématique, on peut la voir donc comme l'étude du mouvement des particules libres, mais on peut aussi la voir comme la théorie qui exprime la nature de l'espace, du temps et de leur rapport. Très bien. Donc, dans la physique newtonienne, il y a une cinématique. C'est-à-dire que Newton nous dit comment se déroulent les mouvements des particules libres. Par exemple, une particule libre, il nous dit ça va toujours aller, soit c'est au repos, soit ça va en ligne droite à vitesse constante. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Autre loi de la cinématique newtonienne, les vitesses s'additionnent. Je suis dans un train qui va à 100 km/h, je marche à 10 km/h, quelqu'un qui me regarde depuis le chef de gare, depuis son bureau, il me voit passer à 100 plus 10, 110 km/h. Si je vais dans l'autre sens, il me voit passer à la vitesse du train moins la vitesse de 10 km/h, il me voit passer à 90 km/h. Donc, loi de la cinématique newtonienne, les vitesses se composent en s'additionnant. C'est quelque chose qui a un caractère assez géométrique. Ce sont des additions de vecteurs. Pour l'optique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand un objet, même s'il est en mouvement, émet de la lumière ou du rayonnement électromagnétique, la vitesse de la lumière, c'est toujours la même. Elle ne s'additionne pas avec la vitesse de la source. Donc, la lumière n'obéit pas à la cinématique newtonienne. C'est très ennuyeux parce que la cinématique newtonienne, comme je vous l'ai dit, exprime les rapports entre l'espace et le temps. Et l'espace et le temps, ça doit être la même chose pour les trains et pour la lumière. Il n'y a pas un espace et un temps pour chacun. Apparemment. En fait, ce que nous dira la relativité, c'est justement, il n'y a pas de temps et d'espace commun pour tout le monde. Il y en aura peut-être un pour chacun. Mais à l'époque, on n'a pas encore compris ça, et donc c'est une crise. C'est une crise très forte. On se dit peut-être qu'on s'est trompé, mais en 1800, je crois, dans les années 1880, expérience cruciale par deux physiciens, Michelson et Morley, qui démontrent en fait que c'est bien le cas, que la vitesse de la lumière est bien constante. Donc vraiment, il y a une crise que tous les physiciens essayent de résoudre. Je passe sur les détails et la solution viendra en 1905. C'est la théorie de la relativité restreinte par Einstein. Ce que comprend Einstein, c'est que, on ne doit plus raisonner en disant il y a un temps et il y a un espace qui est le même pour tout le monde. Et Einstein ne l'interprète pas immédiatement comme ça, mais plus tard ce sera interprété comme ça et c'est le meilleur moyen de voir les choses. Ce que dit la théorie de la relativité restreinte, c'est que ce fameux cadre qui constitue l'univers, c'est bien un cadre géométrique, mais c'est plus un cadre constitué de l'espace et du temps chez Newton, c'est un cadre beaucoup plus général qu'on va appeler l'espace-temps, mais là-dedans on ne sait pas définir ce qu'est l'espace et ce qu'est le temps. On ne peut plus parler du temps, on ne peut plus parler de l'espace. Et si on essayait de le faire, on déboucherait sur ces paradoxes que les physiciens ont soulevés donc au XIXe siècle. Donc un nouveau cadre, et ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement géométrique.
C'est-à-dire, quand vous faisiez de la physique newtonienne, vous aviez l'espace et le temps. Bon, l'espace, évidemment, par nature, c'est géométrique. Mais le temps, où, bien sûr, on a tendance à se le représenter d'une manière géométrique, mais on sent bien quand même que c'est pas quand même totalement géométrique. C'est un temps qui s'écoule, enfin, c'est pas la même chose que l'espace. Dans la vision newtonienne, c'est vraiment un cadre global qui s'appelle l'espace-temps. C'est-à-dire, on ne distingue plus l'espace et le temps là-dedans, c'est quelque chose de global, sachant que chacun, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'espace-temps? Bon, dans l'espace-temps, moi, je vais décrire une sorte de ligne. C'est-à-dire, à chaque instant de mon vécu, parce que moi, j'ai un temps vécu, chacun de nous a un temps vécu. Donc, moi, je suis capable de dire, je suis ici, hier, j'étais là-bas, demain, je serai là, il y a 1 heure, j'étais quelque part, et je peux reconstituer la succession continue, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des interruptions là-dedans, je peux considérer la succession continue de toutes les positions que j'ai occupées à tous les instants de mon vécu. Ça dessine une sorte de ligne que je peux plonger dans l'espace-temps. Donc, dans l'espace-temps, chacun de nous, c'est pas un point, mais c'est une ligne. On va appeler ça la ligne d'univers. Le problème, c'est que moi, je décris une ligne comme ça, quelqu'un d'entre vous va décrire une ligne comme ça, une ligne comme ça. Si j'étais en physique newtonienne, je pourrais dire, il y a un temps commun à tout le monde. Un temps commun à tout le monde qui serait des sortes de lignes horizontales comme ça. Et finalement, quand je coupe des sortes de plans horizontaux, quand ma ligne coupe ce plan, ça me donne un instant. Et si quelqu'un d'autre est au même instant, ça veut dire que c'est le même moment de sa ligne. Et puis on avance tous en même temps dans le temps. Voilà la physique newtonienne. Ce que dit la relativité, c'est plus du tout ça. C'est que chacun de nous, effectivement, décrit une ligne, mais il n'y a plus moyen de repérer tous les instants vécus de chacun de nous par le même temps. Alors évidemment, vous allez me dire, mais pourtant, là il y a une horloge qui décrit un temps, c'est bien le même pour tout le monde. Oui, parce que nous, il faut tout de suite le dire en relativité générale, nous sommes très particuliers. En fait, nous sommes tous au même endroit, c'est à l'échelle de l'univers, nous sommes tous au même point. Nous avons tous la même vitesse, c'est-à-dire vous avez beau prendre un avion qui vous emmènera peut-être demain je sais où, cet avion ira au maximum à 1 millier de km/h, comparé à la vitesse de la lumière, c'est très peu. Donc, du point de vue de la relativité, de la physique, nous sommes tous un seul et même observateur. Disons, l'humanité, c'est un seul système. Mais en revanche, si vous avez une particule qui va très vite dans un accélérateur, si vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, si vous avez une autre planète, une autre galaxie, ça n'est plus du tout la même chose. Dans une autre planète, dans une autre galaxie, disons, le temps s'écoule, un temps s'écoule, le temps de la galaxie s'écoule, mais il n'a rien à voir avec notre temps. Et vice-versa. Si vous avez un ami qui est parti faire un petit tour autour de la Terre dans une station spatiale ou dans la navette, pour lui, le temps va continuer à s'écouler exactement de la même manière qu'il s'est toujours écoulé, pour moi aussi, mais mon temps et son temps à lui ne sont plus le même. Déjà, on va commencer à s'en apercevoir quand on échange des messages. Déjà, c'est assez compliqué d'échanger des messages, parce que supposons qu'il arrive près de la planète Mars, je lui envoie un petit message en lui disant bonjour, il va recevoir le message, immédiatement il me répond « j'ai bien reçu ton message, bonjour », mais moi je vais recevoir le message qu'il a renvoyé immédiatement 6 minutes après, avec le temps qu'il a fallu pour la lumière à faire l'aller-retour. Donc déjà, même si on voulait parler de simultanéité, on s'aperçoit que ça devient compliqué. Et ce que Einstein a compris, c'est qu'il est impossible de parler de simultanéité à cause de cette propagation des signaux lumineux. Vous avez beau vous débrouiller comme vous voulez dans des expériences de ce type, jamais vous n'arriverez à définir ce que c'est que 2 événements simultanés. Par exemple, je peux imaginer un processus en envoyant des signaux, en les recevant, et on peut faire ça, et Einstein l'a fait de manière extrêmement précise, a indiqué de manière très précise comment on pouvait le faire, et grâce à ce processus, je vais dire, voilà, j'ai mis sur pied une sorte de protocole d'expérience ou d'observation qui va me permettre de décider si 2 événements sont simultanés ou pas.